Et si on a une trop grosse différence entre le noyau et l'écorce, lorsque vous allez réchauffer le noyau et que vous allez estimer que votre température est satisfaisante et que vous pouvez sevrer la CEC, 36, 36,5 degrés, si l'écorce est à une température très inférieure à cette valeur, très rapidement, en fait, il va y avoir une redistribution de la température vers la périphérie, et donc vous allez avoir une chute de votre température centrale. Et c'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on modifie les températures, on va dire, du noyau, de maintenir en fait une température de l'écorce à un niveau relativement important, c'est-à-dire un niveau autour de 35-36, pour pas qu'il y ait de gradient très important. Et l'une des stratégies pour faire ça, c'est d'appliquer un système de réchauffement donc périphérique permettant de limiter donc les gradients entre le noyau et l'écorce et limiter l'afterdrop. Parce que l'afterdrop, qu'est-ce qui va se passer? La température est redistribuée, vous posez votre malade en réa et il a 36 degrés. Donc, bérigueur autour du patient ou alors système de réchauffement par matelas à eau. Ce qui avait été proposé à un moment, c'est de mettre des vasodilatateurs, mais avec les effets hémodynamiques potentiels, aujourd'hui, ce n'est plus réalisé. Par contre, la technique d'air pulsé est une technique tout à fait efficace. Alors, c'est ce qui est montré ici. Hein. On va faire baisser la température du patient. Donc, vous voyez, la température baisse. Vous avez deux groupes de patients. Des patients qui ont été réchauffés par un périgueur péricorporel et des patients qui n'ont pas été réchauffés. Mais vous voyez que vous jouez avec votre température ici centrale rectale. Les patients ont la même température. Quand on pose la CEC, eh ben, les patients qui n'ont pas eu ce réchauffement péricorporel, eh ben, ils vont avoir une chute de la température. Alors quand on regarde comme ça, c'est pas énorme, sauf que là on est à 35,5, là on est à 36,5, là on extube le patient, là on n'extube pas. Voilà, donc c'est très très important donc, de maintenir cette température péricorporelle. Alors où on va mesurer la température? Bien sûr, on peut la mesurer pour l'écorce au niveau cutané. Mais nous, ce qui va nous intéresser, on l'a dit, c'est la température centrale. Et donc, on va mesurer cette température centrale, soit au niveau nasopharyngé, soit au niveau œsophagien, soit au niveau tympanique, soit au niveau vésical, soit au niveau rectal. J'insiste sur le nasopharyngé. Attention, il n'est pas question de descendre. Alors, l'œsophagienne, elle est assez peu utilisée parce qu'on est très proche de réinjection, on est très pollué par la température de réinjection. Donc c'est plutôt nasopharyngé, tympanique, vésical ou rectal. Et nasopharyngé, n'allez pas trop loin, sinon vous êtes quasiment équivalent à presque une œsophagienne et vous serez très pollué par la température de réinjection qui va être une température relativement importante. Ce qui est important à comprendre, c'est que les cinétiques de ces températures ne sont pas identiques. Vous avez ici sur ce graphique l'évolution des différentes températures. On va regarder que la nasopharyngée et la rectale, nasopharyngée qui est ici et la rectale qui est ici. Vous voyez que lorsqu'on fait baisser la température du patient, en fait, la nasopharyngée va baisser beaucoup plus vite que la rectale, et quand on va réchauffer, le réchauffement va se faire beaucoup plus vite sur la nasopharyngée que sur la rectale. Et donc ça, c'est vraiment une notion à prendre en compte. Et on verra que lorsqu'on fait des grandes variations de température, il est préconisé de monitorer deux sites, généralement vésical et nasopharyngé ou vésical et tympanique lorsqu'on fait des hypothermies profondes. Aujourd'hui, quand vous faites une hypothermie modérée, entre 34 et 36 de température, il n'est pas nécessaire d'avoir deux sites. Néanmoins, il faut garder en tête que ces cinétiques sont différentes. Et vous voyez que parfois, si vous voulez aller chercher une température rectale très importante, vous allez avoir une température nasopharyngée encore plus élevée. Donc attention à ce que vous regardez quand vous monitorez. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à monitorer, même de façon intermittente, la température tympanique, parce qu'on verra tout à l'heure, c'est que les variations de température trop brutales ou les réchauffements trop rapides ou des valeurs de température trop importantes
sont associés en fait à des risques neurologiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hypothermie? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'hypothermie modérée ou légère, c'est 34-36, modérée 32-34. Les hypothermies profondes sont définies par des hypothermies inférieures à 30 degrés. En dessous de 30 degrés, généralement, c'est qu'on souhaite faire des arrêts circulatoires. Jusqu'à il y a encore quelques années, les arrêts circulatoires se faisaient sans cérébroplégie ou perfusion cérébrale antérieure, et on descendait à 18-20 degrés, en maintenant un peu de débit, bien sûr, systémique. Les arrêts circulatoires aujourd'hui se font avec perfusion cérébrale, et le plus souvent, ils se font autour de 24-26 degrés. Mais attention, regardez bien la température rectale ou vésicale, parce que si vous descendez et que vous regardez que la tympanique, le plus souvent, la température vésicale ou rectale ne sera pas à 26 degrés. Si vous allez trop vite dans l'arrêt circulatoire, vous risquez d'avoir des dommages tissulaires très importants. Bien sûr, l'arrêt circulatoire, lorsqu'on n'est pas suffisamment hypotherme, est à l'origine de dysfonction d'organes.